Il y a souvent, Caroline, dans vos peintures, un arrière-fond sans aucune perspective, qui est du côté de l'insondable. Est-ce que cet insondable est une étendue intemporelle? Je veux dire par là que si on ne reconnaît pas tel ou tel objet, c'est qu'on est hors du temps. Est-ce le cas? L'arrière-fond des figures qui surgissent est-il intemporel? La question de l'arrière-fond et de l'étendue intemporelle, oui, d'une certaine façon, l'arrière-fond est une étendue intemporelle, mais une étendue qui incarne ce que l'intemporel, l'aspect intemporel du temporel. Et je dirais que le sujet, dans beaucoup des tableaux, est noyé dans un monde, un espace sans limite, sans fin, sans début. Il est comme dans une sorte, je dirais, d'espace-temps infini, en opposition avec la temporalité subjective du sujet fini, du sujet du tableau, qui est un sujet, sujet infini. Souvent, on s'inscrit dans un lieu et un temps donné, mais ce lieu et ce temps ne demeurent jamais. Alors, peut-on exister sans lieu ni temps? Des questions que la peinture pose. Donc, par rapport à cette étendue insondable, je dirais aussi que par rapport au fait qu'effectivement il y a une sorte d'intemporalité, il y avait une chose qui m'avait beaucoup interpellée et qui d'ailleurs est aussi à l'origine du nom de la galerie, c'est que dans la théorie freudienne, l'inconscient est achronique. En fait, le temps n'est pas son problème, la temporalité, le fait que les choses arrivent dans un sens ou dans un autre, ou que ce soit le passé, le futur, voilà, ne fait pas sens. Et je dirais qu'effectivement, notre fond pulsionnel n'a que faire de la temporalité, et de l'existence même, au sens d'ouverture. Il veut, et il veut indéfiniment. Je dirais que même que le présent du vouloir, d'une certaine façon, se dilate, submerge le sujet, qui ne pouvant en fait y répondre à ce vouloir totalement, ne pouvant répondre totalement à ce vouloir, le sujet s'ouvre. Et il prend conscience de sa condition d'être fini, dans un espace-temps lui-même indéfini, dans un espace-temps qui lui est indéfini. Donc ce sujet fini dans un espace-temps indéfini. Et si vous regardez bien, il y a toutefois un objet que l'on reconnaît et qui demeure dans beaucoup des tableaux, un objet dans cet espace insondable, et cet objet, c'est le poteau. Certains objets, Caroline, surprésents, comme la bougie à la symbolique plurielle, ou ces objets métalliques qui partent du haut, qui partent du bas, ou le contraire, qui partent du haut. Bon. Alors ces objets ont-ils une signification pour vous précise ou bien une signification ouverte, mystérieuse? J'ai plurifonctionnel, d'une plurifonctionnalité que vous maîtrisez, ou au contraire, il y a comme un laisser-aller, comme un surgissement, une survenue dont vous n'expliquez pas vraiment l'origine. Je dirais qu'en fait, ils ont les deux à la fois. C'est-à-dire à la fois précise, leur signification à la fois précise et ouverte. Parce que je ne les ai pas choisis par hasard. C'est-à-dire que voilà, si je les ai choisis, c'est parce que pour moi, ils avaient un sens. En tout cas, oui, un sens que je pouvais a priori appréhender, à saisir.
En fait, c'est des objets qui, à mon sens, ont une forte charge symbolique, et je dirais même aussi physique, matérielle. Par exemple, la bougie. Prendre la bougie. La bougie est quelque chose d'intemporel, dans le sens où, d'ailleurs, on utilise encore les bougies, plus pour la lumière, pour d'autres raisons, parce qu'elle a quelque chose à la fois, je dirais, oui, d'intemporel et de charnel. Charnel, matériellement charnel. Par contre, le poteau, lui, ce que vous dites, c'est ces choses en métallique qui montent, qui descendent, qui font la jonction entre le haut et le bas. Lui, le poteau, il est persistant, il tient, il est résistant et il est froid. Donc ces objets nous touchent car ils sont denses, finalement, ils sont chargés de multiples significations et ils sont comme empreints en nous tous et de façon multiple. C'est pour ça que, d'une certaine façon, oui, ils sont aussi ouverts, le sens est ouvert et je sais qu'il y a des sens qui n'étaient pas quand je les ai choisis et qui sont venus une fois peints et une fois aussi que certaines personnes m'ont pointé, ont signifié quelque chose par rapport à ces objets. Je dirais aussi qu'ils sont plurivoques, tout en évoquant donc avec une certaine netteté le savoir, la lumière du savoir. Bien sûr, dans plusieurs tableaux, on sent bien que c'est voilà, le voir, pas voir, savoir. Mais également aussi l'identité, notamment le poteau. Le poteau, je l'ai choisi parce qu'il, pour moi, il avait quelque chose de l'identité, de la fixité, de la permanence, du point d'attache, mais aussi de l'affectivité matérielle. Ce poteau de métro a aussi quelque chose de l'affectivité matérielle. Voilà, finalement, de plein de choses que quand on observe, et je pense pas avoir encore observé toutes les choses qui pouvaient se passer autour de ce poteau. Ces objets, je dirais aussi qu'ils font aussi... ils disent aussi quelque chose de nos rapports aux choses, comme des extensions de nous. Et dans ces tableaux, il y a souvent, effectivement, l'objet est en partie une extension, comme des extensions de nous, de nos croyances, de nos espoirs, de nos craintes, des projections. Et en cela, donc, là aussi, ils sont mystérieux, car nous leur donnons vie et ils nous renvoient notre propre étrangeté et inconscience, notre propre, en fait, ce qui, dans notre propre vie, quelque part, nous échappe. Ils peuvent donc se déployer au-delà de ce que je conçois consciemment, que je souhaite. Et puis, j'ai pris... finalement des objets qui me touchent, qui moi-même me touchent, m'étonnent, me questionnent. Que ce soit vraiment, il n'y a pas que la bougie, la barre de métro, la chaîne, mais c'est vrai que la bougie, la barre de métro et le miroir sont vraiment des objets récurrents et polyfonctionnels. Des objets qui nous ressemblent et on le sait, on le sent, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous échappe dans ces objets tellement familiers et en même temps étranges. Le miroir a par excellence quelque chose qui nous fascine, alors qu'il est objectivement pauvre, je veux dire, puisqu'il ne fait que refléter le monde sans y participer, sans rien de plus, il n'est qu'un reflet. Et pourtant, le fait qu'il ne soit que reflet, ça a quelque chose de profondément fascinant. Question entre autres sur ce tableau-là. Ce tableau-là renvoie à un lieu un peu labyrinthique. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on peut aller. Personne ne voit, personne ne regarde. Même la femme ne voit pas la lumière qu'elle a dans la main. Et il y a des tableaux dans le tableau qui eux-mêmes sont opaques, qui ne disent rien, des fenêtres, des tableaux bouchés, des fenêtres bouchées. Est-ce que cela renvoie à un monde labyrinthique dans lequel l'homme et la femme ne trouveraient pas leur place, ou bien un huis clos dans lequel il n'y aurait pas de lumière visible? Alors, oui, je dirais que cela renvoie à l'errance.
voilà, à l'errance. C'est-à-dire notre errance dans notre vie, dans notre chemin de vie. L'errance aussi de notre monde, de notre contemporanéité, si on peut dire, oui, de notre temps, l'errance propre à notre temps, même si tout temps a eu sa propre errance. Je dirais que nous avançons souvent sans savoir vraiment où nous allons et où nous voulons aller. C'est peut-être ça le pire. Nous ne savons pas où nous voulons aller la plupart du temps. Donc nous parcourons des lieux à la recherche de sens et nous ne trouvons rien, ou si peu. C'est un peu d'ailleurs le sens de ces tableaux que vous dites opaques. C'est parce que c'est pour montrer que la peinture, finalement, l'art, est une proposition de sens, mais qui réussit et qui échoue à la fois. D'où pourquoi l'art doit continuer. Alors nous doutons, mais ce doute que devons-nous en faire de ce doute? Nous sommes souvent comme, je dirais, des sortes de somnambules, guidés par des formes d'intuition ou par d'étranges espoirs. Nous voulons, comme j'ai dit, mais quoi exactement? Donc dans ce tableau, oui, dans ce tableau notamment Topos, dont vous parlez, il y a donc à la fois une sorte de labyrinthe existentiel, une errance de ces deux personnages, une errance anxieuse, une obscurité, une cécité, je dirais même pour la femme, une cécité sûrement volontaire. En tout cas, c'est l'ambiguïté que j'ai voulu y mettre, parce que beaucoup de gens savent, mais ne veulent pas savoir qu'ils savent. Donc une cécité, voire, comme vous l'évoquez, un huis clos. Alors un huis clos, je dirais dans ce cas-là, un huis clos au sens d'un enfermement et d'un solipsisme, car ces deux personnages sont enfermés dans leur propre questionnement, dans leur propre chemin. Donc il y a quelque chose de solipsiste, car l'autre est exclu et limite l'autre n'existe peut-être pas. Alors, l'espace clos. L'espace clos, comme lorsque nous traversons ces lieux de recueillement, car ce tableau Topos est comme constitué à la fois d'un musée et d'un intérieur partiellement de métro. Donc comme lorsque nous traversons ces espaces de recueillement et de solitude, de médiation aussi, de passage, que peuvent être donc le musée et les transports en commun, donc, que ce soit le métro, le bus ou beaucoup d'autres. Et là, nous nous retrouvons souvent seuls devant des œuvres ou devant des autres, ou devant un chemin qui passe, devant des voies qui défilent, seuls face à l'étrangeté du monde dans lequel pourtant nous baignons constamment, seuls et en même temps à plusieurs et en chemin. Nous sommes un peu comme tous cheminants dans la temporalité de l'existence, si j'ose dire. Et s'il n'y a pas de lumière aussi dans ce tableau, ou très peu, il y a notamment ces deux points de lumière que sont les bougies. S'il y a peu de lumière, c'est parce que finalement, ni l'un ni l'autre ne savent. Personne ne sait. Personne n'a la réponse au pourquoi. Au pourquoi ils sont là, pourquoi ils cheminent, pourquoi ils cherchent. Donc au pourquoi et au vers quoi de ce cheminement. Quel est le poids mental et plastique, pas tout à fait la même chose, le poids mental de ces lignes qui partent du corps ou qui viennent du corps? S'agit-il de lignes géométriques qui équilibrent la plastique mouvante, émouvante, non géométrique et chaotique du corps, ou bien s'agit-il de faisceaux de lignes de direction plus intellectuelles? Comment voyez-vous vous-même cet aspect-là, cette géométrisation de lignes ou de l'espace ou de l'environnement? Alors, ce tableau, l'homme incomplet, ce triptyque, ce tableau constitué de 3 tableaux, il y avait tout d'abord dans le tableau l'homme incomplet, le désir pour moi de matérialiser, rendre visible l'épreuve corporelle. Et l'épreuve corporelle qu'est la pratique du bondage. Donc de questionner, d'une certaine façon, le sens et les enjeux de cette pratique du bondage.
de ce corps qui résiste ou non, de ce corps en tension et en équilibre fragile entre le désir de résister et celui de se soumettre aux liens, à ces liens. Mais il n'y a pas que cela, en effet. Donc, au-delà des bandes du bondage qu'on peut voir sur ce tableau, il y a des lignes fines et géométriques qui équilibrent et qui expriment, je dirais, d'une certaine façon, le vouloir corporel. Voilà, le vouloir corporel, si j'ose dire, de ce corps, de ce sujet. Il y a donc bien, oui, un poids mental qui s'incarne par l'émergence de lignes, d'espaces segmentés, géométrisés, qui restent toutefois indéfinis, parce que les lignes souvent sortent du cadre du tableau, et indéfinissables, puisqu'on ne sait pas exactement à quoi elles sont finalement raccrochées au-delà du corps. Souvent, elles vont vers un au-delà d'espace de la toile. Le corps lui-même, à certains endroits, est segmenté aussi, traversé par ces lignes. Je dirais que c'est en partie le poids des liens qui nous aident, qui nous relient à l'espace. Oui, c'est je dirais que c'est en partie le poids des liens qui nous relient à l'espace, de ce qui nous tient, de ce qui nous maintient, de ce qui nous meut aussi, mais aussi de ce qui nous véhicule. D'où ce sentiment de géométrisation, mais aussi d'une forme de mouvement. Il y a aussi une volonté par ces lignes et ces bandages, une volonté d'affirmer le contraste entre la chair qui palpite, qui résiste et qui vibre, je dirais presque l'irrationnel de la corporéité, et l'espace froid qui les entoure, l'espace froid qui est aussi notre espace, en tout cas comme je veux le mettre en lumière, l'espace froid rationnel, parfois angoissant. Et pourquoi angoissant? Parce qu'il est différent de nous, cet espace. Comme le temps objectif, finalement, qui persiste quand le nôtre, le subjectif, s'efface. Dans l'espace, il y a quelque chose de ça. Il y a l'espace qu'on essaye d'intégrer à nous, de familier, mais il y a aussi l'espace qui est profondément étranger. Enfin, autre question, mais plus anecdotique. Je ne vais pas tellement insister sur cet aspect-là. S'agit-il des mystères difficiles à vivre de l'identité de chacun ou d'une forme d'épisode, des tensions du masculin et du féminin dans lequel, dans les tableaux que l'on voit, l'homme n'aurait pas nécessairement la part la plus belle. L'homme apparaît souvent un peu comme une victime, et si l'homme est victime, il peut être bourreau. S'il est victime, c'est parce qu'il a été bourreau. Donc j'aimerais un développement sur cet aspect-là. Alors, je dirais que finalement, cette question n'est pas si anecdotique. Car en effet, la réflexion sur les rapports entre masculin et féminin est sous-jacent à de nombreuses de mes œuvres. Et en partie, c'est quelque chose de très conscient. Je dirais qu'il y a à la fois une sorte de quête d'identité et d'identité sexuée, avec cette idée que l'identité minimale et première est donnée par le corps. Et d'où l'importance du nu, d'où l'importance des corps aussi dans beaucoup de tableaux. Comme si c'était le corps finalement qui pouvait donner la seule véritable réponse. Et à la fois, au-delà de l'identité humaine, le désir ou besoin de se séparer de l'autre, celui dont le corps diverge, et donc de se restreindre quelque part. D'où peut-être la première dualité entre le féminin et le masculin. Je dirais qu'il n'y a pas ici, dans ma peinture, dans cette peinture, il n'y a pas de guerre des sexes. En tout cas, il n'y a pas à proprement parler de guerre de sexe, et ce n'est pas le sujet. Parce que le sujet ne se définit pas en termes de guerre dans ces tableaux. C'est autre chose. Je m'explique. Je dirais que
il n'y a pas de guerre des sexes car le pouvoir et la dualité sont questionnés. Et l'homme s'intègre comme un élément constituant, et souvent, il est vrai, ça c'est vrai, et souvent insuffisant de ce questionnement. C'est comme si quelque part, souvent, l'homme manque à la tâche. Il ne détient pas la réponse à l'énigme d'être femme ou homme, mais d'être femme, là. Et si l'homme semble victime ou spectral dans plusieurs tableaux, c'est parce qu'il incarne l'autre. Voilà, l'autre. Mais pas l'autre sexe, l'autre. Il est l'autre qui se veut autre, étranger, qui en tant que tel structure le sujet en général au centre du tableau, et qui, ici, le sujet au centre du tableau est la femme, la plupart du temps. Ce n'est pas toujours, mais la plupart du temps. Je dirais que d'une certaine façon, l'homme a dit à la femme « tu es l'autre ». Et à présent, la femme lui répond « qui est l'autre » ? C'est toi l'autre. Et là, à partir de là, elle cherche, sonde en elle ce qui vient de l'autre, de l'étranger, de celui qui a décidé d'être l'étranger. Et peut-être est-ce une quête vaine? Peut-être que tout se réduit, comme dans la guerre des sexes, là pour le coup, à l'intérêt du corps de l'un contre le corps de l'autre. Mais aucun tableau ne choisit, ne fait de choix, parce que peut-être que cette question n'a pas de sens. Donc l'homme n'est donc pas victime, en réalité, dans ces tableaux. Il est accessoire. Il est juste accessoire et fond énigmatique en tant que l'intérêt, en tant qu'il incarne un intérêt autre. Peut-être autre, mais peut-être pas. Et d'une certaine façon, il n'a plus son mot à dire. C'est pour ça qu'il est souvent, comme si pas mis en valeur, qu'il est souvent annexe et accessoire. Il n'a plus son mot à dire sur ce qu'est la femme, sur la valeur du corps de la femme et sur ses intérêts à elle. L'homme est comme renvoyé, oui. Oui, il est comme renvoyé, car en voulant définir en quoi la femme était autre, il a échoué. En partie. Oui, il a échoué. Car il lui a révélé en quoi, surtout, il n'était pas le même. Alors, il pourrait ne pas être autre. Mais culturellement, il s'est fait l'autre de la femme. Et donc, pour cela, il devient, à présent, l'objet de la femme. Il est un élément de fond dans cette quête autour de l'identité féminine et de l'identité du corps. Elle ne peut pas se poser, quelque part, ce sujet ne peut pas se poser sans faire fond sur l'autre, qu'est l'homme. Or, le même et l'autre de la femme, c'est l'homme. Mais cet autre peut devenir, je dirais dans certaines conditions, le même. Et dans certains tableaux, quelque part, il fait office du même. Celui qui, je dirais, qui fait miroir, et il y a beaucoup de miroirs dans cette peinture, qui fait miroir, qui fait écho. Donc, oui, il y a souvent des renversements de perspectives, des renversements de perspectives entre le féminin et le masculin. Et ça, le féminin tente, dans beaucoup de ces tableaux, de se réinventer. Et donc, elle joue le renversement. Elle joue pour inverser la perspective, quelque part, je dirais, juste pour voir ce que cela fait qu'être l'autre. En tout cas, avec ce que l'homme s'autorise. Et donc, là, il y a aussi beaucoup de sujets féminins qui s'autorisent à être, à prendre toute la place, à être le corps dominant. Et pour finir, je dirais que finalement, peut-être, c'est juste une hypothèse, peut-être est-ce aussi le désir aujourd'hui de l'homme que la femme enfin se libère quelque part de ses alienations, notamment la maternité, et se fasse pleinement sujet. Qui sait? Peut-être le désir aussi des hommes. L'homme est peut-être à ce point fatigué de lui-même qu'il a besoin d'un autre à présent. Et c'est peut-être la femme qui l'autorise aujourd'hui. Peut-être est-ce la femme qui s'autorise ou est-ce l'homme qui autorise la femme? Je ne pourrais pas répondre à cette question d'ailleurs. Et alors à la femme de l'incarner,
peut-être aussi est-ce une ruse de la vie qui cherche un moyen de parvenir à toujours se réinventer. J'aimerais aussi, là c'est pas anecdotique parce que c'est dans un certain nombre de tableaux, cette autre esthétique du corps vaguement expressionniste, de corps blessés avec des entailles ou de la géométrie. Les corps en question, ce sont des fantasmes, des mauvais corps, du mauvais autre, ou d'une espèce de culpabilité, ou des souffrances d'autrefois qui viendraient empoisonner le présent. Comme c'est quelque chose que l'on voit assez souvent, donc d'où ma question. Ces corps viennent-ils du passé? S'agit-il de corps blessés du présent qui viendraient bousculer la tranquillité du sujet dominant? Alors l'autre esthétique, je dirais que oui, l'autre esthétique dévoile des présences. Alors des présences qui portent les marques de conflits inscrits dans le corps. Des conflits qui, dans un corps réaliste, sont invisibles et ténus. Il ne s'agit pas, je dirais pas qu'il ne s'agit pas à proprement parler de mauvais corps, mais de corps au désir ambivalent. Parce que blessés, atteints, entaillés par la difficulté d'exister, par le ressentiment, souvent, par des passions tristes, mais aussi par la difficulté d'être individu, de se détacher de l'autre, et donc de vivre dans une forme d'étrangeté. Cette autre esthétique est aussi une allusion à, je dirais, la pratique de la scarification, comme façon d'inscrire la douleur mentale, la frustration, le désamour, mais aussi la sublimation dans le corps. Disons que cette autre esthétique, ces présences, elle signifie, littéralement, presque, j'ai perdu l'innocence de mon vouloir, quelque chose en moi a mal. Je dirais que ces corps portent à la fois le passé de ces êtres et aussi du sujet, qui sont donc de ces êtres qui sont des autres par rapport au sujet central, mais qui sont aussi le sujet, qui en sont aussi lui. Ils sont aussi un peu comme des projections, des morceaux de lui, voire des possibles ambigus, des possibilités, des choix. Ambigus car ces êtres blessés cherchent à punir le corps, qui leur fait désirer ce qu'ils ne peuvent s'autoriser. Souvent dans les tableaux que vous évoquez, avec ces corps, le sujet central est habité par les autres, par des autres, par les autres. Et puis, bon, c'est pas tout à fait banal non plus, mais ces chaînes, ce sont des liens d'esclavage ou des éléments extrêmement durs. Je pense à une phrase de Nietzsche où Nietzsche dit si tu veux éprouver, c'est dans le livre du philosophe, mords la chaîne pour voir si elle tient. Bref, réflexion sur la chaîne. Alors les chaînes. Je dirais que dans beaucoup des tableaux, quasiment tous, elles sont nos aliénations, ces chaînes. Elles représentent nos aliénations, ce dont on ne peut se défaire. Ce avec quoi nous avons dû ou devons faire. Ces aliénations peuvent être constitutives, donc on ne peut pas s'en défaire, comme celle de notre narcissisme ou de notre égocentrisme originel, notamment ces lignes qui partent du nombril ou ces chaînes qui partent du nombril, souvent c'est ce qu'elles sous-entendent, même si ce n'est pas que cela. Ces chaînes, c'est aussi celle de notre culture, de nos valeurs sociales et culturelles. Donc oui, elles sont dures, et même souvent tragiques, car souvent on ne peut même pas espérer s'en libérer. Elles sont indénouables.
Et donc, ce qu'il nous reste, c'est d'apprendre à faire avec, parce qu'elles sont nos limites. Alors, il y a bien une ambiguïté dans ce rapport à la chaîne. L'ambiguïté entre désespoir et jouissance de l'aliénation de la chaîne. Là, je vois, par rapport à cette citation de Nietzsche, je dirais que nous apprenons trop souvent à aimer nos chaînes, oui, sûrement, à nous en faire des alibis, des excuses. Voilà. Et il y a aussi ce questionnement, c'est-à-dire la chaîne, nous allait-elle vraiment jusqu'à où? Est-ce que ce sont des alibis, des excuses, ou est-ce que là, réellement, nous ne pourrons pas nous en libérer, donc nous devons apprendre à faire avec? C'est aussi à ce niveau que se situe le questionnement du sujet. Quel rapport ai-je à ma ou à mes chaînes? Et que cela induit-il? Enfin, d'où vient l'aspect solaire de cette beauté du corps, cette beauté solaire du corps, cette présence du corps solaire, sans sans aucune culpabilité chrétienne, cette présence presque de corps statue, de la statuaire grecque, sans culpabilité, empoisonnant le corps. D'où vient cette beauté intrinsèque et lumineuse du corps qui fait d'autant plus opposition que souvent les teintes sont un peu alentour, sont plus assombries, sont plus... Alors, je dirais que l'aspect solaire du corps, c'est assez marrant parce que c'est assez étonnant. Je vous avoue que cet aspect m'avait échappé. Et je viens donc d'en prendre conscience grâce à vous en vous écoutant me poser cette question. Alors, je vais essayer d'y répondre, même si, effectivement, là, pour le coup, je suis un petit peu prise à dépourvu. Mais en même temps, je dis que, oui, je ne peux que vous donner raison, il y a un aspect solaire du corps. Et finalement, j'aime, et aussi loin que je me souviens, j'ai toujours été fascinée par le corps, par sa beauté, par le corps libre, le corps qui ne cherche qu'à s'épanouir dans sa simple corporalité, sans se cacher, sans peur ni culpabilité d'être et de faire corps, sans peur du regard, parce que le regard, quand j'étais enfant, était toujours bienveillant. J'avais la chance d'apprécier le corps, d'apprécier les corps, et qu'à aucun moment n'apparaisse de censure ou ni de peur, ni de... Alors, voilà, c'est sûrement une chance. Donc des corps sans peur du regard et de l'estime, car finalement, l'intime que dévoile ce corps nu, c'est l'intime d'un sujet qui est sujet, d'un corps qui est sujet. L'intime qui dévoile comme sujet ce n'est que celui de toute corporéité et rien de plus. Voilà, le dévoilement de la corporéité du sujet. Et donc c'est précisément des corps qui ne se donnent pas à voir comme des objets de désir, de plaisir ou d'une quelconque convoitise. Non, ce sont des corps sujets. L'aspect solaire vient sûrement de ça. C'est que je les ai voulus des corps sujets qui affirment leur corporéité. Et donc, la culpabilité n'a rien à voir là. Affirmer sa corporalité ne doit pas être culpabilisant, sinon, dans ce cas-là, s'empiéter, se couper de son corps, s'amputer de son corps, c'est choisir la mort. Donc, soit on veut vivre, soit on veut mourir, mais si on veut vivre, on est obligé de vivre avec son corps. Parce que si on ne vit pas avec son corps, c'est comme si on faisait le pire compromis, c'est-à-dire vivre avec un corps, mais désirer le voir disparaître. Alors, je préférerais encore que les gens préfèrent encore la mort, la vraie mort, celle où le corps disparaît. Donc ces corps ne sont pas objets. Et d'ailleurs, leur posture,
signifie bien qu'ils ne sont pas objets. Ils ne se soumettent pas à l'évaluation du regard de l'autre et de la conscience autre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sujets, ils s'expriment sur cette toile uniquement comme des sujets. Et le rapport avec la statuaire grecque est sûrement à chercher de ce côté, du côté de cette affirmation pure, de ce déploiement du sujet qui éprouve le monde et l'évalue à sa propre aune, affirmation du sujet comme corporéité et immanence. Et les teintes plus assombries que vous évoquez, je dirais qu'elles symbolisent tout ce qui peut limiter, contrer, faire obstacle à l'épanouissement du sujet et le déploiement de sa corporéité. Et la réponse n'est pas donnée. Et enfin, il y a 2-3 tableaux, un petit garçon tout à l'heure, et là une petite fille. Quel est le rapport à l'enfance dans ces tableaux ? Est-ce que certains tableaux interrogent le corps de l'enfance par rapport à la vie adulte ? Autrement dit, il y aurait une espèce de continuité dans cette interrogation sur ce que le corps est, ou le rapport du corps à l'autre ou à soi. Est-ce que les tableaux liés à l'enfance auraient un lien direct avec ces tableaux de femmes adultes, apparemment sûres d'elles, parfois dominantes, même si elles interrogent, même si elles semblent interroger? Alors, je dirais que le rapport à l'enfance, alors dans le tableau Mathilde, vous évoquez, et dans l'autre tableau, Que faisons-nous du temps 2, se recoupe en un point. L'enfant est vulnérable. Et ces tableaux sont là pour montrer un enfant vulnérable. L'enfant est vulnérable, pourquoi ? Pourquoi l'enfant est vulnérable ? Car il doit advenir. Il doit trouver le chemin, et son chemin, dans un monde qui lui est, au départ, étranger et énigmatique. Car contrairement à l'adulte qui s'est construit des certitudes avec le temps, l'enfant n'en a pas encore. Et je dirais que, notamment à propos de son corps et de sa corporéité, l'enfance est dans une perpétuelle interrogation, alors que l'adulte doit faire un choix. Le temps du choix, l'adulte, c'est le temps du choix. Plus le temps passe et plus le choix doit être fait, et plus le sujet doit affirmer un quelque chose. Oui, il y a un lien entre Mathilde et la femme du dernier mot. Il y a un lien de l'identité et de l'identité féminine qui va être choisi. Mathilde perçoit que le monde autour d'elle cherche à l'influencer. Elle la contraindre au choix, à certains choix. Le miroir en est le témoin, mais c'est un témoin muet, insensible, un simple écho. Le miroir ne répond jamais. Dans le dernier mot, la femme semble avoir choisi. C'est pour ça que vous la dites dominante. Elle semble s'autoriser à quelque chose, avec tout ce que cela comporte de risque. Car le risque adulte, elle sait ce que c'est. Elle le maîtrise, alors que l'enfant, le risque, ne le connaît pas encore. Mathilde, dans ce tableau, Mathilde qui ignore encore le sens profond de la transgression, cherche la réponse, une sorte de vérité qui ne se donne pas clairement. Elle sent des vérités qui tentent de s'imposer, d'influencer son regard, son choix, mais l'énigme persiste. Et elle se demande qui sait et qui a raison. Doit-il consentir ou se rebeller ? Et pourquoi faire ? L'enfant croit que le monde fait sens et il apprend petit à petit que rien n'est certain. Et enfin, peut-être en conclusion, je souhaiterais que vous parliez un peu, Caroline, de ce qui m'a paru omniprésent et un des fondements de vos peintures, le côté énigme latente, énigme que vous maintenez. Je pense à une très belle phrase d'Henri Michaud que j'ai failli dire tout à l'heure, « À un monde d'énigmes, il convient de répondre en énigme ». Comment vous situez-vous par rapport à l'énigme qui plane dans vos peintures ? Énigme à tout niveau,
telle présence de tel personnage, qu'est-ce qu'il fait, qui est-il, quels sont les rapports de ces vivants par rapport à ces non-vivants, etc. Je souhaiterais que vous puissiez éclairer les différents aspects de l'énigme latente qui couvre dans vos peintures et qui en sont une des très grandes qualités. Voilà. Je dirais que depuis toute petite fille, les tableaux, oui, ont été pour moi des énigmes. Des énigmes où je pensais pouvoir trouver des réponses, ou des réponses partielles. Et je n'ai trouvé que des choix, des désirs et des espoirs, des craintes, des renoncements. C'est un des peut-être l'enjeu principal de ces tableaux, de ces peintures. Oui, celle de l'attente. Donc c'est l'attente qui est l'attente de toute existence. L'attente d'un sens qui n'est jamais donné, d'un sens espéré et à venir, et qui souvent ne vient jamais, ou de façon illusoire. C'est aussi l'attente, celle de la prise de conscience, de l'interrogation devant le néant. Je trouve cette phrase d'Henri Michaud très juste. La vie est profondément énigmatique. Oui, il n'y a pas de réponse. Il n'y a que des questions et des chemins possibles. Alors, comment pourrais-je répondre autrement ?